éditorialiste Alfred Chongo et Jean-Marie Bitomo nous accompagnent toujours dans cette émission. Merci à vous. Alors, on passe tout de suite donc au chapitre économique avec Djibouti. C'est le plus grand port du pays. Le port de polyvalent de Doralé vient d'être inauguré donc à Djibouti. Situé à l'entrée de la mer Rouge, il constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est pour les échanges de marchandises. Idlet Mirabel Bissou. À Djibouti, les autorités veulent profiter de la position stratégique du pays à l'entrée de la mer Rouge pour renforcer les échanges internationaux. C'est dans cette optique que le port polyvalent de Doralé a été inauguré le 24 mai 2017. Avec cette infrastructure, le pays veut d'emblée concurrencer les autres grands ports d'Afrique de l'Est comme celui de Mombasa au Kenya. Vraiment une aubaine pour nous et s'inscrit justement dans l'ambition du chef de l'État pour la République, également pour la lutte contre l'inactivité sociale. Donc ce sera un port extrêmement polyvalent et qui répondra aux besoins justement, comment dirais-je, du domaine maritime, avec le flux également que nous connaissons actuellement. Le terminal de vrac à Doralé dispose d'une capacité de 2 millions de tonnes de fret par an. Le terminal roulier, quant à lui, contient 40 000 emplacements pour accueillir des véhicules et machines. Cofinancé par l'autorité des ports et zones franches de Djibouti et une société chinoise, cette infrastructure a coûté 590 millions de dollars, soit 527,5 millions d'euros. Cela permettra d'ailleurs, non seulement il y a le 4 ports, mais l'investissement pour ce qui concerne, dans les cas des PPP, pour ce qui concerne du moins la zone franche de 48 km², donc une zone franche où beaucoup d'entreprises viendront s'installer. Il y a également cette promotion-là à faire. Donc aujourd'hui, Djibouti est sur un parcours extrêmement optimiste. Grâce à son outillage dernier cri, le port de Doralé permettra une meilleure rotation des navires à quai, complétant ainsi un dispositif qui comprend déjà 2 ports uniquement dédiés aux conteneurs. Il sera relié à une ligne de chemin de fer vers Addis Abeba et juxtera une zone franche de 4 800 hectares appelée à accueillir des industries. Les travaux d'aménagement de cette zone ont démarré en janvier 2017 et prendront fin en mai 2018. Alors Alfred, avec ce port, est-ce que Djibouti, qui l'espère, peut véritablement devenir un centre de transit entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique? Je pense, Zahra, effectivement, que là, Djibouti a placé la barre très haut. Et risquerait justement de détrôner les ports de Mombasa, les ports du Kenya et même de Tanzanie, du côté de Zanzibar, sur cette route-là. Quand on sait qu'une grande partie du trafic international passe justement par la mer Rouge, par le golfe d'Aden, on se dit effectivement que là, ils sont dans une position vraiment stratégique. D'autant qu'il y a ce projet rail qui va relier Djibouti à l'Éthiopie. Et donc, ça élargit le spectre justement de travail de ce port. En fait, il va y avoir ce port, mais à côté, si on va de l'autre côté de la mer Rouge, il y a Oman. Donc, il y a là 2 ports qui se font face et puis qui risquent d'accaparer toute cette production-là. Mais il faut aussi voir que l'élargissement de ce port-là de Doralé place Djibouti dans la perspective géopolitique et géostratégique internationale tout à fait essentielle. Et donc là, je crois... Alors, une chose est d'avoir ce port, cette extension et tout ce que ça peut donner comme retombée. Une autre chose est de bien utiliser la manne qui viendra de là pour le développement du pays. Quand on sait que c'est un pays désertique, très pauvre et tout, là, on a l'idée qu'ils ont une manne qui leur tombe du ciel, mais qu'il faut bien utiliser. Jean-Marie, est-ce que Djibouti a les moyens de ses ambitions? Je pense que Djibouti a les moyens de ses ambitions. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on fait l'histoire des pays en Afrique, moi j'insiste toujours sur une chose. Djibouti est un pays indépendant depuis combien de temps? Depuis 1977. Depuis 1977. Donc à partir de là, quand vous voyez les performances économiques de Djibouti,
c'est quelque chose de fantastique, de mon point de vue, tout simplement, pour un petit pays comme celui-là, qui est devenu une plaque stratégique, si vous voulez, dans le monde, plaque tournante. Vous avez tous les grands États, les grandes puissances qui sont installées sur Djibouti. Alfred parlait déjà là tout à l'heure, on parle de l'extension du port. C'est une extension du port qui est très très importante. Il parlait de projet. Ce n'est plus un projet, c'est-à-dire la ligne entre Djibouti et Addis Abeba a déjà été ouverte et c'est pratiquement une des premières lignes électrifiées en Afrique. Donc, quand on parle de Djibouti, il faut voir de là où parle le pays, c'est-à-dire Djibouti, indépendant uniquement en 1977. Et aujourd'hui, regardez donc les réalisations économiques. C'est vrai que le pays bénéficie de la présence française là-dedans depuis X temps, mais il faut qu'il y ait une volonté politique derrière. Donc nous voyons quand même qu'il y a une volonté politique des réalisations qu'il y a derrière. Et la place stratégique de Djibouti est incontestable, comme Alfred le disait tout à l'heure, par rapport à tout l'Est de l'Afrique, et le pays a des atouts là-dessus. Et quand on communique là-dessus, c'est très très important, tout simplement. Pourquoi? Parce que Djibouti, aujourd'hui, va rester la plaque tournante entre les différents continents, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et ceux qui s'en suivent. Donc à partir de là, vous avez la présence des Chinois, et il faut vraiment saluer ça, parce que bon, quand vous avez le nombre, le tonnage, vous avez 9 millions, si vous voulez, de tonnes de marchandises qui seront traitées chaque année, vous avez 15 000 conteneurs par an, vous avez 2 millions de tonnes de marchandises en vrac. Il faut maintenant que le pays puisse mettre en place, c'est-à-dire des unités qui puissent gérer, si vous voulez, le pilotage stratégique économique du pays en tant que tel. Et je pense que Djibouti attendra le succès là-dessus. Alors, autre actualité, le Sénégal qui souhaite plus de transparence dans son secteur pétrolier. Une loi d'orientation pour justement la transparence dans la gestion des dossiers est actuellement en gestation. C'est le Premier ministre lui-même qui en a fait l'annonce. Les précisions de Birama Saounera. Après des découvertes importantes de gisements pétroliers et gaziers au Sénégal, les autorités veulent mettre l'accent sur la transparence dans la gestion de ces ressources. Pour ce faire, le gouvernement annonce l'adoption prochaine d'une loi d'orientation. L'objectif est de garantir une gestion optimale des ressources, mais aussi de préserver les intérêts des générations futures. Cospetrogaz traduit ainsi la volonté du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'assurer en toute transparence et responsabilité une gestion rigoureuse, inclusive et durable des ressources pétrolières et gazières, mais également leur répartition équitable entre les générations actuelles et les générations futures. Face aux nombreux défis qui interpellent le Sénégal en tant que futur pays producteur de pétrole et de gaz, des initiatives ont été déjà prises par l'État. Une manière d'apporter des réponses exigées par cette nouvelle conjoncture économique. Et on a constaté qu'il manque à la plupart des pays africains des ressources humaines qualifiées pour mener les négociations des contrats complexes de l'industrie extractive. Son Excellence le Président de la République, Président Macky Sall, dans le cadre du NEPAD, a déjà invité les pays du G7 à veiller à traduire dans ces contrats un équilibre entre les intérêts de l'investisseur, des populations locales et de l'État. Entre 2015 et 2017, le Sénégal s'est illustré remarquablement avec les découvertes importantes dans le domaine du gaz et du pétrole. Les récentes découvertes ont suscité de l'enthousiasme chez l'État, les populations et les investisseurs. Le premier baril de pétrole et les premiers mètres cubes de gaz sont attendus en 2021, une autre manne financière qui permettra au pays de diversifier son économie, basée en grande partie sur l'agriculture. Alors, le premier baril de pétrole et les premiers mètres cubes de gaz sont donc attendus, comme nous le dit Birama Saounera, en 2021. Avec cette loi en préparation, le Sénégal est véritablement en train de prendre les devants en matière de gestion. Je crois, Zahra, que c'est cette importance qui est en train de se passer là pour le Sénégal et au Sénégal. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette malédiction du pétrole ou des hydrocarbures qui frappe beaucoup de pays africains. Et faire ce travail en amont pour préparer justement le moment venu l'arrivée sur le marché des premiers barils du pétrole ou de gaz, c'est une très bonne initiative. Si on prend comparativement ce qui s'était passé au Tchad il y a quelques années et avec ce qui est en train de se passer au Sénégal maintenant, on voit qu'il y a un principe de précaution qui est mis en avant par le Sénégal. Le Tchad était revenu sur ce projet du futur. Le Ghana
a su aussi, quand le pétrole a commencé à être exploité, mettre en place des mécanismes pour gérer les ressources, éviter justement les effets des détournements, les effets de dilapidation, des disparitions des ressources du pétrole. Donc le Sénégal prend vraiment le bon chemin. D'accord. Alors Jean-Marie, justement, est-ce que le Sénégal dispose de suffisamment de temps pour se doter d'une stratégie plus ou moins claire, de structures solides, quand on sait que les exploitations sont prévues pour 2021 ? Moi, je reviendrai sur la signature des contrats Zara, parce que c'est-à-dire c'est quelque chose qui me casse la tête. Tout simplement pourquoi? Parce que, voilà, l'exploitation du pétrole du Sénégal, l'État sénégalais, si vous voulez, a combien là-dedans? Est-ce qu'on est parti regarder? J'ai regardé, j'en ai déjà parlé sur le plateau, c'est 10%. Et je trouve que là, c'est un contrat unique, même si on va me dire que les capitaux ont été investis là depuis une dizaine de décennies et des décennies pour pouvoir trouver ce pétrole-là. Mais aujourd'hui, nous savons comment se passent ces contrats internationaux. Et là qu'on me pose, il y a les principes de précaution dont vient de citer Alfred, qui sont peut-être, mais à la base, le contrat me semble un contrat unique. Et généralement, les contrats que nous signons en Afrique, ce sont des contrats liés. Et dans ces contrats liés-là, l'État a très très peu, comment dirais-je, de marge de manœuvre par rapport à la production réelle en tant que telle. Nous le savons, malgré les précautions. Et justement, qu'en est-il pour le Sénégal Pour le Sénégal, j'espère bien, j'ose bien espérer. J'ai parlé du contrat lui-même au départ, c'est-à-dire la signature du contrat. Quelle est la répartition des parts entre l'investisseur privé et l'État? Si c'est pour qu'en Afrique, on nous fasse des partenariats publics-privés de ce genre-là, où l'État a 10%, parce qu'on va nous dire, pourquoi est-ce que la pondération du capital financier est toujours supérieur à la pondération, c'est-à-dire du capital naturel qui sont les matières premières? C'est la question que je me pose tout le temps. À l'échelle de 10 à 90, pour moi, ça me semble énorme. Même si les gens ont investi, quelles seront les retombées pour les populations locales, si vous voulez, à ce niveau-là? Et justement, donc, je me dis là-dessus, j'espère bien que l'Afrique, c'est-à-dire maintenant, défendra ses intérêts au niveau international sans qu'on ait des contrats comme ça, parce que moi, ça me semble être un contrat léonin. Il y a, par contre, la Guinée qui, dans le cadre de son exploitation, qui a mis en place, si vous voulez, une répartition qui est à peu près progressive. Et encore que là, c'est-à-dire, bon, on parle de quoi? On parle de 25, 75, et progressivement, en fonction du nombre de barils qui sont produits, vous avez la part de l'État guinéen qui augmente jusqu'à 40%. Et vous n'avez aucun État en Afrique qui ose même prendre les 50% de la production qui est faite sur son sol. Donc là, le Sénégal doit impérativement mettre en place une politique pour tenter de sortir du lot. Alors, messieurs, on va passer au chiffre du jour. Alors, 65 millions de dollars, la Banque africaine de développement pourrait en effet prochainement retirer ce financement octroyé à l'Ouganda pour la construction d'infrastructures de transmission électrique en cause. Un projet qui tournerait au ralenti. La BAD, excusez-moi, évoque des retards dans le processus d'octroi des nouveaux titres. Alors, Alfred, certains agents du ministère des Affaires domaniales seraient corrompus, ils auraient délibérément retardé le processus d'octroi des nouveaux titres aux propriétaires concernés. Est-ce qu'il s'agit de faits avérés ? Reste à vérifier, mais en règle générale, la Banque africaine de développement ne porte pas d'accusation sans preuve. C'est une banque qui est très prudente. Depuis que la gouvernance a changé à l'époque de Donald Kaberuka, pour que la BAD puisse pointer du doigt comme ça un pays et menacer de retirer ses billes, ça voudrait dire effectivement qu'il y a ces effets de corruption qu'on dénonçait tout à l'heure, où les agents peuvent retarder assez facilement l'octroi parce qu'ils voudraient avoir leur part de bakshish, de matabiche, et donc il est fort probable. Mais sinon, la BAD ne lance pas d'accusation gratuite. Alors Jean-Marie, je pose cette question parce que la BAD laisse tout de même un délai au gouvernement ougandais pour éclaircir quelque peu la situation. Vous savez, Zara, nous connaissons la situation de la corruption en Afrique. Donc, à partir de là, comment Alfred vient de le dire, si la BAD se prononce sur un projet comme ça, puisque la BAD finance plusieurs pays en Afrique, ce n'est pas le premier projet qui finance. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lancer des accusations de ce niveau-là, ça voudrait dire qu'ils ont, comment dirais-je, des preuves qu'il y a, comment dirais-je, des retards qui sont des retards dus
à la gestion interne du dossier, c'est-à-dire dans le gouvernement ougandais en tant que tel. Mais moi, je trouve ça dommage quelque part, c'est que vous avez quelques individus qui vont arrêter le développement d'un pays pour des intérêts personnels. On ne regarde jamais de l'intérêt général. Là, on se retrouve sur des gens qui sont du ministère des Domaines en Ouganda et qui gèrent le parc public, le domaine public, ainsi de suite. Et ces gens-là arrêtent un projet de cette dimension-là, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des bacs-chiches. Donc c'est quand même c'est inacceptable. Justement, un projet phare dans ce pays où seuls 14% des Ougandais ont accès à l'électricité. Voilà, donc l'électricité étant le moteur du développement. Tous les pays africains postulent à l'émergence, ainsi de suite. On sait très très bien que cette émergence-là ne serait jamais atteinte sans l'énergie en tant que telle. Tout à fait. Alors nous aurons sans doute l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Puisque c'est la fin de l'Africa Newsroom, merci Jean-Marie Bitomo de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous également Alfred Tchongo d'avoir répondu présent. Rendez-vous demain et notre dossier du jour sera consacré à la littérature engagée. Merci à vous de nous avoir suivis et donc à demain.